Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire quelques mots. Et je dois avouer que lorsque j'ai lancé le podcast, il y a quelques années, jamais j'aurais pu imaginer qu'il résonnerait tant dans vos oreilles, tant dans votre cœur, tant dans votre esprit. Et ça nous dépasse complètement. Aujourd'hui, après 4 millions d'écoutes, je mesure à la fois le chemin parcouru et l'impact de nos conversations qui sont devenues finalement un rituel. Ces moments de partage avec vous ont dépassé mes espérances vraiment les plus folles parce que on a commencé sur ces Facebook Live un peu et puis on a dérivé vers ce podcast et à travers tous vos messages, j'ai compris que ces épisodes n'étaient pas de simples contenus audio, mais des véritables compagnons de route finalement. Alors quand vous m'avez demandé d'écrire un livre qui rassemblait les clés que je vous partage ici, pour avoir un support d'un coup tangible, pour avoir quelque chose que vous pouvez consulter à tout moment, à noter, vous approprier, j'ai d'abord été surprise. Et puis après, j'ai été émue. Et enfin, j'ai été convaincue. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais envie d'aller au-delà de la retranscription des épisodes. J'avais envie de compiler des concepts. J'avais envie aussi d'intégrer tous les enseignements de mes livres. Donc, on a été bien au-delà des podcasts. Je travaillais longtemps sur cet ouvrage et je suis ravie de vous apprendre que le livre, ces questions que tout le monde se pose, sera disponible très bientôt, puisque c'est le 25 septembre, en librairie. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Alors aujourd'hui, place à un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que. Je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines ont porté ces 2 romans au rang de best-seller. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler des émotions. Alors, on en a déjà parlé des émotions, mais c'est un thème qui m'est cher. Et j'aimerais l'aborder sous un autre angle. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec une personne qui l'aborde en profondeur. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Virginie Méglet. Virginie, bonjour. Bonjour Maud. Merci de participer à ce podcast parce que c'est toujours un rendez-vous important avec mes lecteurs et avec mes auditeurs. Donc merci à toi de t'être prêtée au jeu. Merci pour l'invitation, je suis vraiment ravie d'être là. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Je suis psychanalyste depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années et je dirais écrivain. Pour moi, les deux sont indissociables. Autant j'adore la pratique en présence avec des patients, nous dirions, autant le fait d'écrire, de partager avec le public et un grand public de qualité m'est essentiel. Et quand je dis depuis une vingtaine d'années, c'est que dans un premier temps, j'ai travaillé dans ce qu'on appelle la production cinématographique et audiovisuelle. Cette première expérience qui a duré aussi très longtemps reste très utile aujourd'hui dans ma pratique en tant qu'inspiration, dans la mesure où c'est la création artistique et que je pense aussi pouvoir aborder la vie comme une création artistique. Et c'est ce que j'arrive à faire à peu près dans ma pratique. Quand tu dis création artistique, j'entends déjà notre thème arriver parce que sans émotion, il n'y a pas de création. Je pense que les émotions sont vitales. J'ai devant moi un de tes derniers livres qui s'appelle Hyper émotif, Survivre à la tempête intérieure. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer ce qu'est l'hyper-émotivité versus l'émotivité ? Parce qu'on a tous des émotions et puis moi j'ai le sentiment, je ne me crois pas hyper émotive, mais bien que je ne connaisse pas vraiment la définition, mais il y a des moments où on est hyper émotif quand même. Notre émotion nous submerge, nous dépasse. Est-ce que tu peux m'éclairer sur ce sujet ?
Nous sommes tous émotifs. Dans le meilleur des cas, c'est qu'effectivement, on peut éprouver de la joie, de la peur, de la crainte, de la tristesse. C'est provoqué en général par un élément extérieur et c'est le temps de l'émotion et la vie reprend le cours normal. Tandis que dans l'hyperémotivité, c'est reçu avec une intensité qui semble exagérée pour le regard extérieur. Je dis bien qu'il semble parce qu'il faut penser que l'hyperémotivité, quand on la ressent, elle est de toute façon justifiée d'un point de vue subjectif. Et on peut avoir effectivement, là, comme tu le soulignais, des périodes d'hyperémotivité ou des émotions hyper intenses et sur le moment, on ne sait pas forcément pourquoi, mais ces émotions, effectivement, nous dérangent, nous bouleversent. La différence entre l'émotivité et l'hyperémotivité, c'est que l'émotivité, donc on reprend le cours normal de sa vie, tandis que l'hyperémotivité bouche l'horizon, chamboule complètement. Une émotion vécue le matin, on est encore sous son emprise comme sous une onde de choc dans la journée et parfois même le lendemain. Il y a des personnes qui ont une tendance presque native à l'hyperémotivité. Donc, je dis presque native, c'est qu'en général, c'est quand même en lien avec des traumatismes ou des chocs qui, effectivement, n'auront pas été, je dirais, digérés ou reconnus. Donc, il y a des événements qui provoquent cette hyperémotivité. Et on a tendance à vouloir le supporter, à vouloir le ravaler, à faire comme si de rien n'était. Et ça fait que nourrir l'hyperémotivité, donc l'hyperréactivité. Et ce que j'avais envie de souligner quand même, c'est dans l'hyperémotivité, c'est presque toujours douloureux. Et ça se traduit aussi bien physiquement et psychiquement. Et que si on n'y fait pas attention, ça peut se transformer en symptôme de maladie assez grave même. Je crois que c'est une chance, effectivement. Quelqu'un qui ne connecterait pas ses émotions est en danger. Donc l'émotion est vitale. Alors la question que j'ai envie de te poser, moi que je me suis posée plusieurs fois, c'est pourquoi dans notre éducation, on nous demande de réfréner à ce point nos émotions, que sont la colère, la tristesse. Alors la joie, ça on nous laisse... et encore que un enfant qui est trop en joie, qui serait trop joyeux, on le fait taire parce que ça ne se fait pas, parce qu'il fait trop de bruit, parce que ceci, parce que cela. À ton avis, pourquoi alors que c'est vital, alors que c'est fondamental dans nos vies, pourquoi on a tendance à réfréner ça ? Quand tu parlais d'éducation, on fait ce terme-là, effectivement, on a besoin d'éduquer. Éduquer, c'est aussi éduquer à la vie sociale. Donc, il s'agit de sauver les apparences aussi. Faire bonne figure, c'est faire attention, qu'en dira-t-on. Donc, rien ne doit dépasser. Et on est des êtres d'habitude, donc effectivement, de génération en génération, comme on nous a demandé de ne pas pleurer. Alors, ne pas pleurer, c'est surtout les garçons qui n'ont pas le droit de pleurer. Les filles, à la limite, ont le droit de pleurer. Mais les filles n'ont pas le droit de rire trop fort, ça fait vulgaire pour une fille. Donc voilà, il y a les habitudes. Je vais le dire d'une façon qui est peut-être pas très aimable, mais c'est du genre, moi j'ai souffert, il n'y a pas de raison que tu souffres pas. J'ai dû retenir mes pleurs, ça me fait mal, et en même temps, quelqu'un qui pleure, soudain, va réveiller ma propre douleur interdite et donc je vais lui interdire de pleurer pour interdire ma douleur. Mais du coup, je refoule ma douleur. Alors qu'à la limite, si quelqu'un pleure, on devrait presque profiter de pleurer avec lui pour, à cette occasion, justement, libérer, bien sûr. Oser libérer. Et déjà accepter, accueillir qu'elle arrive et c'est sans doute la première chose à réapprendre ou à apprendre tout court pour commencer effectivement à s'autoriser. Alors comment faire maintenant que on a été éduqués et qu'on nous a bien expliqué qu'il fallait bien les enfouir au fond de nous? Comment on fait maintenant qu'elles sont là et que de toute façon, même si on les met au fond de nous, elles ressortent, comme tu le disais, à un moment ou à un autre, ça jaillit, ou ça crée des maux, des symptômes et pire encore des maladies. Comment on fait pour maintenant réapprendre à les vivre? Alors, à les vivre et ne pas en culpabiliser. Voilà, non mais c'est essentiel, c'est vraiment ne pas en culpabiliser. C'est vrai que quand on est dans le mal-être, provoqué par ces bouleversements émotifs, on est diminué, on en perte de moyens et c'est là où systématiquement on a honte. Et c'est pour ça qu'on va recommencer, on crie, on va recrier. Et d'une certaine façon, on se maltraite sans s'en rendre compte. J'ai envie de dire comment faire, c'est profiter de la crise pour changer de paradigme ou de logiciel. C'est effectivement, j'ai appris à les contenir. Il y a un moment donné, ça explose, je vais mal, qu'on appelle burn-out ou crise émotionnelle. On dit, oui, c'était l'occasion de me reconsidérer. Mais ça ne veut pas dire les lâcher dans tous les sens et les faire peser sur les autres. C'est plutôt oser se mettre à l'écoute de ce qui produit ça et de voir comment pouvoir réagir, comment envisager la vie différemment. On le voit sur les réseaux sociaux, mais tout le monde s'injurie. Donc, on peut dire, oui, l'hyperémotivité, elle est exprimée. Mais non, elle n'est pas exprimée, elle s'alimente. C'est très différent de se libérer en disant, on fait n'importe quoi, moi je m'en fiche, c'est comme ça, que de dire, oui, attends, qu'est-ce qui se passe en moi pour que je réagisse si fort? Donc, c'est vraiment le prendre d'un point de vue subjectif, accepter sa singularité. Et de l'observer, tu as raison de dire, c'est pas le vivre pleinement en extrapolant tout, et puis on est, je l'ai réfréné pendant des années, maintenant j'explose, et puis on me prend comme je suis, et voilà. J'entends bien que c'est mettre de la lumière,
lumière et de la conscience sur, voilà, il y a des choses que je garde en moi, comment je peux faire petit à petit pour m'ouvrir à ça. Donc, prendre le temps de s'arrêter pour se dire, je vais pouvoir penser la vie autrement. Et moi, il y a un terme que je trouve important, c'est l'apaisement. On oublie ce que c'est que l'apaisement. Donc, comment on va faire pour réexpérimenter au moins une fois l'apaisement, un apaisement réel, qui est physique et psychique, et ensuite se dire, c'est vers ça que je vais tendre. Et ça ne va pas dire s'interdire toutes les émotions. Non, mais c'est ce temps physique, voilà, avoir l'expérience de la douceur. Mais alors, de la douceur, c'est pas la mollesse, c'est pas ça. C'est peut-être reconnaître de la douceur avec toi. La difficulté, c'est ça, c'est connaître l'apaisement plutôt que simplement ne pas se reprocher, ne pas se culpabiliser. C'est vraiment... Et quand tu dis connaître l'apaisement, ça, c'est l'état dans lequel on aimerait être quand on est dans notre émotion. L'apaisement, c'est même descendre de plusieurs crans ce qu'on est en train de vivre. Comment on fait pour s'apaiser, justement ? L'apaisement, c'est pas sur ordre. Pour pouvoir connaître l'apaisement, il faut aussi libérer cet excès de sensations, d'émotions, de bouleversements. Si c'est une personne que l'on aime, on peut revenir ensuite sur sa colère, on peut s'excuser dans la mesure où c'est fait sincèrement. Voilà. Donc, ce sera une façon de réagir autrement à nos réactions. C'est être doux avec soi. Voilà. J'entends qu'il y avait déjà une douceur avec soi, d'accepter finalement ce qui nous arrive sans émettre un jugement sur ce qui est en train de se passer. Et comme tu le disais, de prendre un temps, d'accueillir qu'on est aussi tel qu'on est, et puis ensuite d'agir vers peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'ai été trop loin, peut-être que ceci. Donc, je ne me culpabilise pas, mais je peux rectifier certaines choses. Donc, glisser vers l'apaisement, c'est déjà accueillir ce qui nous arrive, accueillir nos limites aussi, et avoir peut-être de la gratitude sur le fait que déjà on connecte nos émotions. Alors, on ne sait pas forcément quoi faire vraiment avec, mais en tout cas, on les connecte et c'est déjà énorme. Et oui, se donner le temps d'apprendre à se connaître soi-même, c'est qu'au lieu de ce contre quoi il faudrait lutter, c'est pas tant justement contre les émotions, mais c'est justement contre ces interdits qui sont presque par essence coercitifs. Mais c'est très difficile, donc c'est pour ça qu'il s'agit moins de l'imposer aux autres que de se dessiner pour soi-même d'autres perspectives. Et donc, ça peut être aussi une certaine introspection, un certain recueillement, pour pouvoir aussi être tranquille dans ce changement de fonctionnement. Et j'entends, et je l'ai lu aussi dans ton livre, qu'une des clés fondamentales, c'est le temps. Tu en parles et tu insistes sur le sujet. En quoi le temps nous aide à aller vers ça ? D'une part, je pense qu'on est actuellement dans une accélération de tout. Et donc, on fait tout de suite, et que tout s'arrête tout de suite. Et ça, je pense que c'est contre nature. Et l'hyperémotivité nous met dans ce sentiment d'urgence, que ça s'arrête tout de suite. Donc, cette urgence qui nous met presque au niveau inconscient devant des états de vie ou de mort. On voudrait que ça s'arrête tout de suite. Et c'est ce qu'on nous demande. Donc ça, je pense que c'est nocif, c'est nuisible. Donc, se donner le temps, c'est se redessiner des perspectives d'avenir. Se remettre dans une démarche d'apprentissage, mais d'apprentissage aussi jolie que celle de l'enfant qui apprend à marcher. Si on arrive à le faire, ça fait une permet de découverte d'espaces nouveaux à l'intérieur de soi, qui fait qu'en général, au bout d'un certain temps, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on y prend vraiment goût et on apprend à se donner ce temps-là. J'y tiens vraiment, c'est chaque minute gagnée, elle est définitivement acquise. Même si la minute suivante, on croit qu'on a tout perdu, on est encore comme l'enfant quand il marche. Il tombe 1 fois, 2 fois, puis après, il tombe plus, mais tombe pendant au moins 10 pas. Puis il retombe, il va revivre la même angoisse que le premier jour où il était tombé. Et d'où, vis-à-vis de nous-mêmes, dire, mais non, t'as déjà marché pendant 1 jour, pendant 2 jours, pas tombé. Donc ça, c'est important de toujours, surtout dans les premiers moments, dans les premiers pas, de se reconnecter avec ce qui a fait progrès en nous. Cet exemple est très fort. On voit à quel point quand en face de nous, on a des gens bienveillants, mais si, tu vas y arriver, alors que l'enfant, il tombe en moyenne 2000 fois avant de commencer à marcher. Donc tomber de tout son poids 2000 fois, c'est énorme. Et pourtant, il se relève et il continue. Et pourquoi ? Parce qu'en face, il y a aussi toute l'émotion qu'on y met, de joie, mais c'est bien, tu t'es déjà mis debout, et puis tu as fait un pas, etc. Donc toute cette émotion qui va vers l'autre, positivement, quelque part, ce flux fait que ça lui donne la force d'avancer. À l'inverse de tout ce qu'on peut entendre quand « mais non, ça sert à rien de pleurer, mais non, ça sert à rien d'être en colère ». Donc on se prend ce flux négatif dans l'autre sens, qui est « oh là là, j'ai fait quelque chose de mal ». À l'inverse, quand on commence à marcher, on croit tellement en nous que finalement, on marche tous. Est-ce qu'il y a une autre clé que tu aimerais partager pour aller vers soi ? Parce que j'entends à quel point c'est fondamental que de se réconcilier avec ses émotions, puisque c'est la base finalement de beaucoup de souffrances. J'entends que le temps, la bienveillance envers toi, la douceur envers soi, le fait de s'accepter tel qu'on est, et puis ensuite de faire les gestes qui vont avec,
d'accepter cette expérience d'apprentissage, qui sont déjà des clés fondamentales. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager ? Ça peut peut-être regrouper tout ce que nous avons pu aborder jusque-là. On reste souvent en lien avec notre passé parce que nous sommes des êtres de mémoire. Reconfigurer sa mémoire, c'est là où ça va demander du temps. C'est un peu comme quand si on a une scoliose, est-ce qu'on va pouvoir tenir droit ? Il faut du temps. Donc psychiquement, effectivement, émotionnellement, c'est pareil. Mais tout ça nécessite vraiment, du coup, d'être ce bon parent que nous n'avons pas eu. Au lieu de se reprocher, c'est qu'est-ce qui fait que moi je réagis comme ça ? Donc à ce moment-là, on va peut-être voir que c'est vraiment en lien avec un traumatisme. C'est peut-être ce jour où papa ou maman ont oublié de venir nous chercher à l'école, mais ça a vraiment été traumatisant. Donc on reste dans l'inquiétude qu'ils ne seront pas là. Donc c'est oser faire ce travail d'introspection accompagnée ou pas. Et parallèlement au niveau conscient, c'est avoir des mots doux pour soi-même. Et moi, je vois des gens qui se disent, est-ce que t'es bête, est-ce que t'es con, est-ce que t'es ça? Ils se le disent sans arrêt, ça. Et c'est remplacé systématiquement par, bravo, c'est bien, mon chéri, c'est bien, continue, ma chérie, si on est une fille. Et ça arrive à tout le monde, et puis c'est normal de tomber, c'est que t'as essayé, voilà. C'est que voilà. Je m'encourage souvent quand j'arrive pas même à faire, sans même parler des émotions, des fois quand on n'arrive pas à faire quelque chose, on n'arrive pas à finir, bon allez, hop, je vais repartir. Et non, je crois que c'est vraiment important parce que c'est tous les mots qu'on attend des autres. Et dans ces attentes, finalement, on est déçu parce que les autres ne peuvent pas nous dire ce dont on a besoin. Il n'y a que nous qui savons réellement ce dont on a besoin. Voilà. Et pour le coup, c'est le mot d'attente qui est mauvais. C'est que justement, quand on a souffert, l'attente nous fait revivre la souffrance qu'on a vécue. Donc, c'est vrai qu'on va s'adresser forcément aux personnes qui ne pourront pas nous le donner. Et donc là, c'est vraiment un point important. C'est d'attendre des autres ce que dans ces moments-là, nous sommes les seuls à pouvoir nous apporter. Merci infiniment Virginie pour ton éclairage parce que je crois que c'est vraiment un thème moi qui m'est cher. J'ai mis du temps à me réconcilier avec mes émotions où effectivement la rationalisation était plus importante, plus cartésienne et puis finalement il y a tellement d'indicateurs dans ces émotions, ça aide tellement à se sentir en sécurité avec soi, avec la vie, avec les événements. Que merci de nous avoir apporté cet éclairage. Merci infiniment pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être venue. Merci beaucoup, Maud. Je vous invite à lire le livre de Virginie Méglet, Hyper émotif, Survivre à la tempête intérieure, qui est aux éditions Erol. Je vous souhaite à tous le meilleur. Je vous souhaite de vous réconcilier avec vos émotions. Je vous souhaite de prendre des temps avec vous, des temps pour les observer, des temps pour être doux avec vous. On a tendance à se laisser dépasser par tout ce que nous disent les autres, mais prenez ce temps pour vous, vous le méritez, vraiment. Je vous embrasse très fort, à bientôt. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa ou consulter mon site internet maud-ankawa.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie de vous retrouver en librairie pour mes 2 romans Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.